Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Somphonia. Il y a de l'eau, pas comme à la cité. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. Mettre de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les deux pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. La stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Bonjour à tous. Nous sommes lundi, premier jour de la semaine et vous êtes dans votre émission de débat constructif, le Scanner sur le média du développement. Merci de nous suivre du côté de l'AB avec nos partenaires, c'est Bita FM sur la 96.5. Merci de nous suivre ou de nous écouter ici même à Conakry, dans les taxis, dans les bars cafés, au niveau des clubs d'écoute du groupe Kavi Media. Merci une fois encore de nous suivre sur la 89.5. Merci de nous regarder sur le canal 113 du bouquet Star Time. Vous êtes forcément sur Kavi TV, le média du développement. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est sur groupe Kavi Media, sur siaminfo.com, sur YouTube Kavi Media. Et vous aurez accès à nos différents programmes. Au menu de ce numéro, après un parcours plus ou moins salué à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire, le Sili national de Guinée a foulé le sol guinéen. Hier, dimanche, à son arrivée, l'équipe a été accueillie par des supporters avant la remise du drapeau au Palais Mohamed V. Le général Mamadi Doumbouya a félicité Kaba et sa bande tout en leur exhortant de tirer les erreurs de leur échec pour les prochains défis. Décryptage à suivre dans cette émission. La journée d'hier a été très longue au Sénégal. Des heures ont éclaté à plusieurs endroits du pays, notamment dans la capitale, Dakar. Les signaux de la télévision et radio du groupe Walf Wadjri coupés après l'annonce du report de l'élection présidentielle du 25 février prochain, une première depuis 1963. Des organisations internationales inquiètes interpellent les autorités sénégalaises. Sur place, nous tenterons de joindre Abraham Diaye et les membres du PASTEF. Hausse des prix des denrées de première nécessité. Des organisations de défense des consommateurs fustigent la décision du gouvernement. L'Union pour la défense des consommateurs dirigée par Mbani Sidibé ne comprend pas cette attitude du ministère du Commerce qui, vous vous rappelez, il y a quelques jours, a revu à la hausse des prix de certaines denrées alimentaires en République de Guinée. Quelle est sa motivation et quels sont ses arguments? Nous l'aurons au téléphone dans la dernière partie de cette émission. Voilà entre autres sujets à débattre dans votre émission Le Scanner. Et c'est parti pour plus d'une heure de débat avec des sujets que vous connaissez déjà et que vous avez notés dans vos différents agendas. Avec moi pour en débattre, Yaya Diallo, bonjour. Bonjour chef, bonjour à tous. Donc nous parlons de ce premier sujet, Yaya Diallo, le Sili national qui regagne Conakry. C'était hier dimanche même, le Sili à travers son capitaine qui a remis le drapeau guinéen au général Mamadi Doumbouya. Oui, le Sili national a été reçu hier à Conakry. Je crois que le résultat il est apprécié par le peuple de Guinée. Il y a certains qui pensent que le Sili a fourni assez d'efforts pour qu'on arrive là où on était, c'est-à-dire au niveau de quart de finale. Il y a certains qui pensent que le Sili pouvait mieux faire pourquoi pas aller en demi-finale ou en finale, parce que le rêve était grand et l'espoir était là.
Chacun est libre de faire son analyse à lui. Premièrement, d'abord, moi je commencerai par féliciter le staff dans son entièreté, le staff technique, la FEGIFOOT, le ministère du Sport, tout ce qui s'ensuit. On aurait dû ne pas être à ce stade-là, mais je ne suis pas qui pense qu'il faut qu'on se contente du minimum, on peut mieux faire. Et je crois que cela doit pouvoir attirer l'attention de l'équipe dirigeante du sport dans notre pays, en l'occurrence la FEGIFOOT, pour pouvoir quand même mesurer un peu les défis qui nous attendent, puisque la prochaine CAN c'est en 2025. Moi je suis de ceux qui pensent que la rencontre, puisque c'était le samedi, on n'avait pas eu le temps de débattre autour de ce match-là. Il y a eu assez de manquements. Le Sili national pouvait ne pas être, comme c'est le cas, pouvait ne pas être qualifié pour les demi-finales. Mais ce qui s'est passé quand même, c'est assez lamentable. Il y a eu assez d'erreurs, voire même de fautes que le coach, enfin l'équipe ne devrait pas commettre, parce que 3-1 face à la République démocratique du Congo, c'est assez. C'est une défaite cuisante. Une équipe qui n'a jamais remporté un match dans le temps réglementaire. Absolument. Jamais. Hein, c'est une équipe qui est allée de match nul à match nul, de prolongation de fois. Mais malheureusement, contre la Guinée, c'était une équipe bien en place. On le disait avant, mais c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on peut? C'est arrivé. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que ce classement qui prédisait cet échec-là, on ne pouvait pas quand même mettre là-dedans des joueurs qui ne sont pas en jambes, il faut le dire, et qui ne jouaient pas dans leurs clubs respectifs, donc qui n'étaient pas en forme pour pouvoir être titularisés face à une telle rencontre, une rencontre de tous les défis, et que finalement nous avons vu le résultat que cela produit, c'est-à-dire que on a mis en place une équipe dans laquelle on avait certains éléments qui ne devraient pas y figurer. C'est le cas de Naby Keita. En dépit de tout ce qu'il a pu faire dans son parcours, mais on constate déjà que Naby n'était pas en forme. Il y a ensuite Amadou Diawara aussi qui n'était pas en jambes, donc qui n'était pas frais. Il y avait des jeunes gens qui pouvaient le faire, et je crois que c'est là où il y a eu le péché, le fait de commettre l'erreur que le coach avait connu face au Sénégal, puisque c'est à peu près le même classement qu'il a pu faire, et malheureusement ça n'a pas pu donner. Les Congolais pouvaient rentrer comme ils veulent, facilement. Je crois que le jeu que nous avons constaté, c'est quand même, ce n'était pas du tout honorable. Ils pouvaient être éliminés. C'est cette façon d'être éliminé qui quand même suscite beaucoup d'interrogations quant à la performance individuelle et collective de notre équipe nationale. Je crois que c'est cette question-là, on l'a dit ici, et malheureusement, le staff technique n'a pas pu prendre en compte un certain nombre d'éléments. Il s'agissait là d'une équipe que nous avons déjà connue et pour qui nous avons quand même reconnu ici, et beaucoup d'observateurs l'ont reconnu, sa rapidité, sa force de tactique et de technique, sa force physique. Et choix, malheureusement, on n'a pas pu prendre en compte. Notre équipe nationale n'a pas pu quand même marquer une résistance face à l'équipe congolaise. Malheureusement, 3-1, c'est trop. Et je crois que c'est un élément qui doit pouvoir interpeller tous les acteurs du sport, du football de notre pays, pour pouvoir quand même corriger cette erreur-là. C'est une erreur de trop qu'on a pu commettre. Regardez, si vous avez suivi tous les matchs en quart de finale, nous sommes les seuls à avoir quand même avoir récolté une telle défaite d'une telle manière. 3-1 dans le temps réglementaire. Je crois que c'est assez déplorable, et ça sous-entend tout simplement qu'il y a des problèmes à résoudre, qu'il y a des erreurs à compenser, à corriger. Et là, je crois que le coach doit tenir en compte de tout cela, et je suis de ceux qui pensent qu'il y a assez d'éléments là-dedans qu'on devrait, à défaut de
de le remettre au travail, de le remercier purement et simplement. C'est vrai, il y a un certain nombre de jeunes gens qui ont pu s'illustrer de par leur courage, leur détermination, leur hargne de gagner. On en a vu. On a vu Agibou Kamara qui quand même jouait qui jouait quand même, qui s'est donné à fond. On a vu Ibrahim Diakité. On a vu quand même une défense plus ou moins solide. Julien Janvier, même si malheureusement par inexpérience, il a pu... Non, c'est pas une inexpérience, ça arrive. Hein. Il n'a pas fait exprès. Non, mais il aurait dû le faire bien avant qu'on en arrive mais là. Mais c'était pas lui, c'était Touré qui l'a accompagné jusque dans la surface. Qui a créé c'est Touré, non, c'est Touré qui a accompagné le joueur jusque dans la surface. Janvier voulait dévier. Ça, c'est... Moi, je comprends pas pourquoi les gens ils amputent cette erreur à Janvier. Mais ça pouvait arriver. C'est une erreur de Janvier. Non, il pouvait pas, il pouvait pas le faire. Peut-être que c'est ton opinion à toi. C'est mon analyse. Mais moi, je ne peux pas comprendre qu'on mette ça sur le dos de Janvier pendant que le joueur a pris le ballon du milieu du terrain jusque dans la surface. Où était Touré qui l'avait accompagné? Celui qui devait commettre cette faute, c'était Touré. Touré n'était pas, comme tu l'as dit, il était lourd. Le joueur a pris l'accélération et on s'est retrouvé. Janvier, en aucun cas, en tout cas moi, selon les replays, j'ai bien suivi le match. Sur les différents angles, on voyait qu'il n'a pas fait exprès. Le fait de peut-être de contourner l'adversaire pour se mettre devant, il y a eu le pied qui a traîné, qui a touché l'adversaire. Et si c'est tout ce que l'adversaire cherchait? Oui, mais c'est ça un attaquant. Alors. Mais écoute, attention, Yaya, tu peux pas venir dans cette émission et que tu dises que tu viens pour observer. Non. Chacun a son rôle. Lui, son rôle, c'était de défendre. Est-ce que Julien ne pouvait pas éviter cela? Comment il pouvait l'éviter? Il pouvait éviter. C'est en évitant qu'il a eu ça. Non, mais je comprends pas, honnêtement. Ces frottements-là, à mon avis, il pouvait l'éviter. En tout cas, c'est pas le seul but. C'est pas le seul but qui a mis la Guinée en danger. La Guinée a manqué beaucoup d'occasions. On ne peut pas comprendre que les gens, ils s'acharnent sur les défenseurs. La Guinée a eu dans cette compétition l'une des meilleures défenses de son histoire. L'une des meilleures défenses. Honnêtement, il faut arrêter des petites erreurs qui arrivent. Le football aussi, il faut le fair play. Mais nous, au Guinée, on met trop on met trop le cœur dedans. Ça ne peut pas aller comme ça. Nous sommes avec une équipe qui est en reconstruction. Moi, je suis d'accord qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu des manquements. Mais je suis aussi d'accord que le Sili a manqué beaucoup d'occasions. On a eu Fasciné Conté qui n'a pas pu mettre la passe. Je ne l'en veux pas. Parce que j'ai été joueur, on peut avoir une idée et voir une autre en face, une autre réalité en face. Donc, d'ores et déjà que le Sili a fait un parcours mémorable, il est important d'encourager ce joueur. Dire que tel a fait penalty, tel n'a pas fait penalty. On a vu une équipe malienne qui a joué à 10, presque 9 contre 11 contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui s'est imposée 2-1. Si quelqu'un doit crier à Uaga, c'est l'équipe malienne. Dans cette compétition, il y a honnêtement un exploit du Sili. Moi, je le dis à qui veut l'entendre, dire que Julien Janvier, c'était une erreur fatale et une faute de Julien Janvier. Non, moi, je ne mets pas ça dans le cadre de la faute. Julien Janvier, il voulait éviter carrément l'attaquant. On a des attaquants congolais qui étaient très rusés. Son pied peut-être a mal traîné, mais bon, moi, je ne mets pas ça à son actif, honnêtement. Honnêtement, parce que moi aussi, je peux dire que le gardien n'a pas pu stopper le penalty. Allez, ça c'est vrai. Ce qui est vrai. Heureusement, c'est votre point de vue et souffrez de m'entendre. C'est votre point de vue, c'est votre analyse. Souffrez de m'entendre et de... Non, je t'ai entendu et d'avancer. C'est pourquoi j'ai été écouté. Après, j'ai donné mon point de vue. Vous donnez point de vue tout en rejetant mon point de vue. Oui, c'est mon point de vue. Voilà, donnez votre point de vue et vous m'écoutez. Sur ce point, je dis bien, j'insiste, Touré. S'il y a eu des dégâts, c'est parce qu'un milieu a accompagné un attaquant dans la surface. Point. Donc, moi, c'est mon Je n'accuse nullement Abdoulaye Touré. J'ai dit tout simplement que Julien Janvier a manqué d'expérience et c'est ce qui nous a causé ce penalty-là. Il aurait pu l'éviter. Et je crois que comme tel, il pouvait l'amener jusqu'au bout sans pour autant permettre à l'attaquant d'avoir la possibilité de tirer le ballon. C'est tout ce que je voulais dire sur cette question-là. Maintenant, comment nous sommes arrivés jusqu'à ce stade-là, comment nous avons pu encaisser ces 3 buts en 1, la question reste posée. Je crois que je ne suis pas en train de dire que la responsabilité incombe fondamentalement sur Julien Janvier. Je suis de ceux qui pensent que on a eu, et c'était sur cette analyse-là, nous avons eu une défense plus ou moins solide, mais face à la République démocratique du Congo, parce qu'une défense aussi se mesure par le nombre de buts encaissés. Alors aujourd'hui, nous avons, avec le Sénégal, on a encaissé combien de buts? On a encaissé 2 buts. Donc avec
avec la Gambie, un but, ça fait 3 face à la République démocratique du Congo, 3 buts, 6 buts. Donc je crois que c'est trop pour une défense et j'estime qu'encore une fois... Est-ce que tu regardes bien cette CAN? Très bien même. Est-ce que l'équipe de Côte d'Ivoire a encaissé combien? J'ai pris tout mon temps. L'équipe de la Côte d'Ivoire a encaissé combien de buts? J'ai pris tout mon temps. Non, fais une comparaison. Parmi toutes ces équipes qui sont en quart de finale, qui sont qualifiées pour les quarts de finale, fais une comparaison, fais un tableau, tu peux aller revoir le tableau. La Guinée figure parmi les meilleures défenses. Non. Si. Pour l'instant, non. Non, mais je te dis ceux qui se sont qualifiés. On va faire, si tu veux, on fait un récapitulatif des équipes qui ont pris des buts. Commençons par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pris plus de buts que la Guinée. Reviens. Ça, c'est pour le début. Ça, c'est au début. Non, je te parle des quarts de finale. Jusqu'au quart de finale. Un parcours, c'est comme ça. C'est du premier tour au quart de finale. Du premier tour au quart de finale, Merci. je crois que c'est cette question-là. On était tous d'accord et beaucoup d'observateurs sont d'accord que l'équipe ivoirienne souffrait de leader. Et dès l'instant que ce leader... Non, moi, je ne parle pas de leader. Je ne parle pas de la composition interne. Je parle juste des buts encaissés. C'est ce qui fait que, oui... Des buts encaissés. Cela découle de la mise en place d'une stratégie définie par un coach. Dès l'instant que le coach avait très mal défini ce qu'on appelle sa stratégie, enfin son classement, ça aboutit naturellement à une défaite. Et c'est ce qui est arrivé aux Ivoiriens. Les Ivoiriens se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus un coach qui pouvait pouvoir définir ou peaufiner une stratégie ou mettre en place une équipe qui pouvait gagner. Parce que c'est après que Ernest Faye a été désigné comme étant le coach qu'il a fait appel déjà à un certain nombre de joueurs, notamment Max Gradel, qui ne figurait pas dans l'équipe, dans le staff, enfin dans l'équipe qui devrait jouer. Il y avait... il était dans la sélection. Mais il n'était pas appelé, il n'avait jamais joué. Non, mais quand tu dis qu'il n'a pas été, c'est un peu différent. Il était dans l'équipe, les sélectionnés. Peut-être qu'il n'était pas sur la feuille de match. Il n'avait jamais joué. Ça, je suis d'accord. Il n'avait jamais joué. Serge Aurier qui était sur le banc, qui ne jouait pas. Il y a même Oumar Diakité aussi qui était sur le banc, qui ne jouait pas. Et je crois que c'est le sauveur de l'équipe nationale. Il y avait tous ces problèmes, c'est tout cet ensemble-là qui avait fait que je crois que les observateurs sont d'accord que le problème était à ce stade-là. Ce n'est pas parce que les Ivoiriens manquaient de joueurs, mais il y avait un problème de leadership, c'est ce qui a joué. Et c'est le même problème qui s'est passé au niveau du Sili national. Ce n'est pas parce que nous manquons de jeunes gens qui pouvaient jouer, mais malheureusement, on a fait ce qu'on appelle les mauvais classements et c'est ce qui a joué contre nous. On pouvait perdre. Le supporter guinéen a des problèmes. On pouvait perdre, ce n'est pas un problème. On pouvait perdre cette compétition. Pas coach. Moi, je ne prends pas ça. On pouvait perdre cette compétition-là. Mais de cette façon-là... C'est ce classement qui a mené. Non, c'est ce classement qui a mené, Yaya. Tu ne peux jamais... C'est ce classement qui a marqué le premier but, quand même. Il faudrait à un certain moment que nous soyons réalistes. Il y a trop de coachs dans cette république. Il y a trop de coachs. Non, il y a trop de coachs. Mais t'es un coach là. Tu joues au coach là. Le problème aujourd'hui, c'est le même classement qu'on avait mis en place face aux Sénégalais, c'est le même classement face au Sénégal. Je crois que nous avions perdu. On devrait tirer toutes les conséquences de ce match-là pour pouvoir voir qui sont en jambes pour pouvoir quand même répondre à un certain nombre de choses. On était quand même face à une petite finale face à la République démocratique du Congo. Donc j'estime qu'on n'a pas pu mesurer toute l'ampleur de la situation. Et malheureusement, on a mis là-dedans des joueurs qui n'étaient pas frais et qui ne jouaient pas dans leurs clubs respectifs. Malheureusement, le problème est que à l'occasion de ce match-là, il n'y avait presque pas de milieu de terrain en ce qui concerne les Guinéens, ce qui fait que l'équipe congolaise perforait comme elle entend, comme elle voulait, comme elle pouvait. Malheureusement, il n'y avait pas une résistance et ce qui nous a amené, malheureusement, à encaisser 3 buts à 1 et nous sommes les seuls à encaisser en quart de finale. C'est ça la vérité. Bien, c'est ton analyse, puisque moi je ne vais pas mettre dans ce carcan tout ce qui reste clair. Moi je suis quand même content de la prestation du Sili. J'ai été peut-être l'une des personnes qui a beaucoup critiqué cette équipe, mais le football développé, en tout cas moi, me rassure pour le moment. Moi je suis fair play, je comprends que dans le football, il faudrait une équipe qui gagne, une équipe qui perd. Forcément, c'est ça le football, dire que tel joueur n'est pas en jambes. Mais on a vu ici, comment je peux dire ça, on a vu... Sadio Mané avec une équipe sénégalaise qui a été éliminée lors de cette CAN. Sadio Mané, c'est quelqu'un qui est titulaire à son club. On a vu beaucoup de joueurs qui sont
au niveau Krépin Diatta qui est titulaire dans son club, mais le Sénégal est sorti, on a vu ce qui s'est passé, on a vu des joueurs qui sont venus avec toutes les renommées, on a vu Hakimi du côté de la Maroc, du Maroc, pardon, je dis à la Maroc, tellement que je suis là. Allez, du Maroc qui a raté un penalty, personne ne peut me convaincre que c'est parce qu'on n'est pas en jambes. Tout ce qui reste clair, on n'avait pas un milieu qui était présent. Je suis d'accord avec toi quand on dit que Naby Keita, Naby Deko, malgré sa technique, qu'il était là physiquement, il n'était pas prêt. Amadou Diawara lourd au milieu. Tout le problème au niveau de ce match, ça a été le milieu de terrain. Tout le monde le savait et nous savons ce qui se passe de ce côté. En tout cas, merci au Sili National. Merci de nous faire rêver sans Internet, sans électricité et avec les médias qui sont brouillés par endroits. Merci de nous donner cette sensation forte. Comme on le dit souvent, la victoire a beaucoup de parrains, mais l'échec ou la défaite est orpheline. C'est ça aussi la vie. Tout à l'heure, nous prendrons la direction du Sénégal où nous attend notre premier invité. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Somphonia. Il y a de l'eau, pas comme à la Ils escaladent pour descendre, chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. De l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les 2 pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Du développement, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission, le scanner. Vous l'avez déjà compris, nous parlons de l'actualité au Sénégal où l'élection présidentielle a été reportée et s'inédiée. Des heurts qui ont éclaté un peu partout dans la capitale, à Dakar. Nous essaierons de prendre tout à l'heure cette direction avec notre invité qui nous attend de ce côté, Abraham Ndiaye. Il est militant, membre du PASTEF. Est-ce qu'il est déjà au bout du fil? Nous allons essayer de voir. Monsieur Ndiaye, bonjour. Monsieur Ndiaye, bonjour. On a du mal à le recevoir ici, dans ce studio. Monsieur Ndiaye est là. Bonjour, Monsieur Ndiaye. Malheureusement, on va essayer de recontacter Monsieur Ndiaye Diallo. Je vais me tourner vers toi. On va parler notamment de cette actualité du côté du Sénégal. Une première depuis 1963. D'aucuns parlent de prise en otage de la démocratie ou prise en otage du pays par le président Macky Sall. Oui, Macky Sall, quoi qu'on dise, vient de confirmer toutes les hypothèses qui ont été soulevées par un certain nombre d'observateurs, notamment sa volonté de ne pas quitter le pouvoir. Moi, je suis de ceux qui pensent que rien, aucun argument juridico-politique ne pouvait justifier ce report sine-die de cette élection présidentielle au Sénégal. Je crois que c'est quand même un recul démocratique pour lui et c'est un mauvais signal pour sa carrière politique. On ne pouvait pas quand même se permettre de le faire. Il a eu tout le temps possible, plus d'une année, puisque le Sénégal a connu quand même l'année 2022, l'année 2023, ça a été quand même des années de soubresauts politiques, de contestations et de violences inouïes au niveau de la capitale et dans certaines villes. Je n'arrive pas à comprendre que à quelques semaines de l'élection présidentielle, que M. Macky Sall sorte pour mettre en avant un argument, à mon avis, absolument léger pour dire que voilà, et il y a un litige qui oppose l'Assemblée nationale et certains conseils constitutionnels. Donc, c'est ce qui expliquerait ou peut-être empêcherait la tenue d'une élection jusqu'à ce que ce problème-là soit résolu. À mon avis, ce sont des problèmes assez légers qui pouvaient être parallèlement résolus sans pour autant que cela n'impacte la tenue d'une élection présidentielle. Premièrement, d'abord, il renforce le camp d'Ousmane Sonko qui aura tous les arguments et tous les mots appropriés pour décrier cette façon de faire et enfin attester toutes les thèses
selon lesquels Macky Sall est en train de diger de toutes les stratégies, de tous les stratagèmes pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Je crois que c'est assez lamentable pour lui. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que les violences ont commencé. Déjà au Sénégal, il y a eu des manifestations spontanées un peu partout à travers la capitale, et ce qui n'est pas d'ailleurs bon pour lui. J'aurais bien voulu qu'un autre problème majeur, naturellement, puisse interrompre ce processus-là, mais pas de différend ou un litige quelconque qui oppose l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. C'est quand même quelque chose qui est politiquement et juridiquement inacceptable. Et c'est ce qui m'amène à dire que je ne pense pas que Macky Sall soit prêt à céder son fauteuil présidentiel. Et je crois que là, c'est à ses risques et périls. Oui, évidemment. Pas pour t'interrompre. Hier, moi, j'ai suivi le porte-parole du gouvernement sénégalais qui a pris la parole chez nos confrères de TV5 qui, honnêtement, dans ses arguments, je n'avais rien compris. Quand il dit que le président n'a aucunement le pouvoir de prendre un décret reportant, qui permet de reporter les élections, la présidentielle au Sénégal, que c'était juste une demande faite par la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui a permis à Macky Sall certainement d'approuver ce qui a été demandé par l'Assemblée nationale. Là, il y a un quiproquo. J'ai même vu la présentatrice insister sur cette question, mais le porte-parole du gouvernement tenait. Hein, on a un porte-parole à l'image de Gorko Soussaï qui était là à Mordicus, qui défendait ce qu'on lui a dit. C'est-à-dire, non, ce n'est pas le président. Ok, est-ce un report, est-ce une annulation? Et dit non, je ne peux pas répondre à cette question. Madame, je vous ai expliqué, c'est l'Assemblée nationale, c'est ceci, c'est cela. On sent quand même cette communication biaisée. Non, mais totalement, c'est très difficile à soutenir à cela. À mon avis, ça aurait pu être acceptable si ce n'était pas dans cette circonstance-là. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines de la tenue des élections, à quelques heures même de l'ouverture de la campagne, que voilà, si ce n'est pas quelque chose qui est sciemment fait, qui est mûri et voilà donc exécuté par l'exécutif sénégalais. Donc j'estime que c'est pas quelque chose qui peut être acceptable par un certain nombre d'observateurs, notamment pour ceux qui sont avertis. C'est quand même assez léger pour M. Macky Sall. Et assez compromettant pour sa carrière politique et pour même la majorité présidentielle. Aujourd'hui, les opposants qui ont longtemps dénoncé un certain nombre d'agissements du pouvoir Macky Sall vont se frotter les mains pour dire attention, on l'avait dit ici, la vérité c'est que le monsieur ne veut pas quitter. Parce que bien avant que cela, il y avait un certain nombre d'idées qui ont été répandues, selon lesquelles Macky voulait diriger le Sénégal par procuration, c'est-à-dire imposer son dauphin et puis finalement rester tranquille et diriger par indirectement le pouvoir. Alors si cette thèse-là n'est pas effective, ces reports-là qui, à mon avis, n'est pas anodin, c'est pas quelque chose du hasard, ni il ne sait qu'est-ce qui motiverait ces reports-là. Est-ce que M. Macky Sall s'est rendu compte qu'à l'évidence, son candidat qui est Amadou Ba ne pouvait plus remporter les élections et qu'il fallait mettre en place une autre stratégie peut-être mettant est à la congolaise peut-être pour voir avec quel opposant faut-il négocier pour pouvoir peut-être amener les uns et les autres à se rallier derrière ce candidat-là, ou peut-être faire ce que Joseph Kabila a fait en République démocratique du Congo, c'est-à-dire créer le juste milieu, avoir son candidat au niveau de la mouvance présidentielle, mais s'arranger à ce qu'un opposant moins violent, plus ou moins maniable, puisse avoir accéder à la magistrature suprême. Parce que ce qui pouvait peut-être lui permettre de vivre tranquille après sa vie présidentielle. Alors je crois que l'un dans l'autre, il a très mal joué parce que le Sénégal est quand même différent de beaucoup des États. Il y a une culture démocratique, il y a un peuple averti, un peuple avisé à un certain niveau. Il risque d'avoir ce qu'on appelle l'effet boomerang de cette décision ou de cette attitude qui, à mon avis, ne restera pas sans conséquence parce que
les Sénégalais. Et il y a là déjà une opposition qui tirait sur tous les ficelles pour un fait politique, pour un autre. Il y avait une opposition qui, à chaque occasion, cherchait à tirer le drap de son côté. Alors, est-ce qu'ils vont réussir cette fois-ci, encore une fois, à créer ce qu'on appelle l'instabilité politique? D'ailleurs, les manifestations ont déjà commencé. Est-ce que, puisque dans son adresse à la nation, il avait demandé à tous les acteurs sociopolitiques de rester calmes et qu'éventuellement il y aura un dialogue qui va être ouvert, pour quelle fin? Je n'en sais absolument rien. Pourquoi un dialogue national alors qu'il était tenu à respecter le calendrier électoral, c'est lui qui consiste à organiser les élections le 27 février prochain. Et voilà, donc à l'issue de cette élection-là, les Sénégalais allaient avoir la possibilité de choisir leur dirigeant. Alors s'il ne le fait pas, aujourd'hui, il confirme tout ce qui s'est tramé autour de lui, c'est-à-dire que c'est un président qui ne voulait pas quitter et qui voulait qu'il vaille conserver son pouvoir, à l'image d'Alassane Ouattara et à l'image de beaucoup de chefs d'État africains. Mais j'estime que c'est quand même quelque chose de assez gravissime pour lui et pour le Sénégal, parce que jamais le Sénégal n'avait quand même atteint un tel seuil dans le cadre de la gouvernance, et que c'est lui-même, Macky Sall, dans les années précédentes, c'est-à-dire sous Abdoulaye Wade, qui disait, puisque Wade avait bien voulu aussi expérimenter un tel scénario au Sénégal, Macky était de ce qui pensait que jamais cette idée ne pouvait être acceptable, et il fut le premier à taper le poing sur la table pour dire aucune minute ne pouvait être accordée au président sortant d'alors. Et Macky Sall, le terme de son mandat, je pense, c'est le 2 avril, hein, si je ne me trompe. À partir du 2 avril, il ne sera plus président du Sénégal, à moins qu'il ne remporte ses élections, à moins ça. Il faut le dire, que ce soit lui ou son parti, mais en tout cas à partir du 2 avril, le rappeler, j'ai quand même eu à suivre beaucoup de reportages sur la journée d'hier, Yaya Diallo, avec beaucoup de tension. Ce que j'ai encore déploré, c'était cette chaîne de télé, je te le rappelais tout à l'heure, qui a été fermée, hein. Le directeur même parle de retrait même de leur, comment je peux dire ça, de documents qui... comment je vais appeler ça? Les agréments? L'agrément, merci. L'agrément a été retiré. Aujourd'hui, la chaîne ne peut plus émettre de ce côté parce que tout simplement, la chaîne retransmettait en direct toutes ces violations, toutes ces manifestations à l'interne. Hier soir, hein, quand j'ai échangé avec notre invité qu'on ne parvient toujours pas à joindre, il me disait que dans les bandes de 23 h, ils avaient déjà coupé Internet. De ce côté, il fallait utiliser le VPN. Aujourd'hui, le Sénégal se retrouve dans la même situation que la Guinée côté Internet, donc pas d'Internet pour le moment. En tout cas, restriction d'Internet si on peut l'appeler comme ça. Il y a des chaînes, la chaîne de télé qui est aujourd'hui fermée simplement parce qu'elle était en train de faire son travail. Je le disais tout à l'heure parce que c'est une chaîne de radio et de télévision. Donc le groupe Walfadjri, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé parce que je ne suis pas Wolof, mais de ce côté, il y a eu quand même on va appeler une sale journée pour ces derniers, parce que son président directeur général, Cheikh Niasse, dit déjà que la licence a été retiré hier. Un des présentateurs même du journal avait annoncé en pleine édition que le ministre de la Communication a appelé pour leur demander d'arrêter de montrer ce qui se passe dans les rues de Dakar. Honnêtement, en fait, la démocratie n'a plus sa place en Afrique, il faut le dire. Aujourd'hui, on parle des textes de loi, on le rappelait dans un de nos numéros ici, il ne sert à rien de télécharger les textes de loi, de les réécrire si nous ne pouvons pas adapter ces textes de loi à nos réalités, ici même en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on sent que dès qu'un président a une petite minorité derrière lui, il use de tous les pouvoirs pour faire ce qu'il veut, au-delà même du respect des droits de l'homme. Qu'est-ce que peuvent les associations de presse, des associations, des organisations internationales, des associations de défense des droits de l'homme? C'est de tirer la sonnette d'alarme. Ouais. On a vu comme sur le cas guinéen, aujourd'hui, Sékou Jamal Pendessa qui est en prison. Ce lundi, il sera encore de nouveau présenté pour la 3e fois à un juge où il va encore s'expliquer pendant de longues heures. Mais que dire des organisations internationales de défense des droits de l'homme aujourd'hui qui ne font que tirer la sonnette d'alarme condamnant cette attitude, mais
ils ne peuvent rien. Au-delà, donc aujourd'hui, on a comme l'Afrique qui est en train de se métamorphoser. On a des États qui étaient des exemples de démocratie aujourd'hui qui ne le sont plus. Il faut quand même s'inquiéter, hein, Diallo. Oui, et le Sénégal qui était envié par toute la sous-région, voire même toute l'Afrique, de par son modèle démocratique, de par sa stabilité politique, on a constaté ces 3 dernières années, tout semble être à volo au Sénégal par le fait d'une maladresse politique du dirigeant sénégalais, en l'occurrence M. Macky Sall. Il pouvait s'en passer de tout cela et sortir par la grande porte. Ce qui s'est en train de se passer du côté du Sénégal, c'est quand même assez déplorable pour lui et pour son parti. Quelqu'un quand même qui a inspiré confiance, qui est quand même devenu président sans pour autant fournir assez d'efforts, hein, il faut le rappeler. C'est à la dernière minute que M. Macky Sall a créé son parti. C'est vrai que pour beaucoup de gens, il avait déjà préparé le terrain en ayant toutes ses tentacules un peu partout à travers le Sénégal. Mais c'est à la dernière minute, contrairement à Idrissa Seck, contrairement à beaucoup de Moustapha Niasse et tout ce qui s'ensuit, certains mastodontes de la politique sénégalaise, je n'arrive pas à comprendre qu'il puisse se comporter de la sorte-là. Et aujourd'hui, lui-même, il est pris par son propre piège parce que cette attitude-là consiste en un élément fondamental qui peut pouvoir fédérer toutes les forces politiques sénégalaises pour s'opposer à lui, enfin. Parce que de toutes les façons, il y avait certains qui hésitaient. Il y avait son ministre secrétaire général du gouvernement qui a rendu sa démission. Il y a hier Fatoumata Touré, l'opposante qui a été arrêtée. Oui, l'ancienne première ministre qui a été mise aux arrêts. Et puis voilà, donc tout cela, et qui était jusqu'à 2020, qui était quand même une des alliées fortes de Macky Sall. Parce qu'ils sont arrivés ensemble au pouvoir. Elle a été ministre des Affaires étrangères, si je ne me trompe pas, au ministre de la Justice. Enfin, première ministre. Donc, c'est une dame aussi qui a une représentativité sur l'échiquier politique sénégalaise. Alors, si tout cela se déroule aujourd'hui au Sénégal, c'est quand même pas en faveur du président Macky Sall, parce que tout simplement, même certains qui hésitaient pouvaient se rallier et créer une force politique, une résistance face à ce qu'ils qualifient d'une imposture. Et je crois qu'aujourd'hui, tout ce qui se trame et tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui confirme une imposture politique de la part de M. Macky Sall. Et ce n'est pas bon pour lui. Malheureusement, tout semble indiquer que ce n'est pas quelqu'un qui veut quitter au pouvoir, parce que l'argument qui est mis en avant, c'est un argument quand même assez léger. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui il faut craindre pour le Sénégal, parce que s'il faut le rappeler, aujourd'hui le Sénégal se trouve dans un sale pétrin, si moi je peux l'appeler comme ça, les droits de l'homme bafoués, aujourd'hui des citoyens qui se retrouvent dans les rues, qui l'auraient cru, mais beaucoup s'y attendaient depuis ce bras de fer avec Ousmane Sonko, avec beaucoup d'autres opposants. On a quand même senti une opposition virulente face à un pouvoir qui ne reculait devant rien. Aujourd'hui, on a comme l'impression que Macky Sall est, si vous me prêtez le terme, bunkérisé. Macky Sall qui n'écoute personne, qui ne pense qu'à sa carrière politique, asseoir un successeur qui puisse faire ses affaires, comme tu l'as rappelé déjà. Aujourd'hui, le Sénégal est un des pays quand même les plus stables de la sous-région. C'est vraiment déplorable de retrouver cette situation de ce côté. Un pays envié autrefois pour son modèle de démocratie qui sombre dans le désespoir. On a vu j'ai vu des citoyens réagir, donner un ultimatum à un président qui aujourd'hui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur des menaces. Et je comprends bien le retrait même de l'AES, c'est-à-dire le Burkina, le Niger et le Mali, de la CEDEAO, parce que après tout, ces organisations sont dirigées par ces présidents qui veulent défendre la démocratie en Afrique, mais chez eux-mêmes, il y a un vrai tourbillon de ce côté. Ils ne parviennent même pas à gérer, à balayer devant leur porte. Ils veulent aller balayer devant la porte de certaines personnes ou de certains États. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un quiproquo qui est en train d'être créé? Est-ce que cela ne prouve pas à suffisance que la CEDEAO n'a plus sa valeur d'antan? La gestion de la crise sénégalaise restera assez déterminante par rapport
à un certain nombre de crises qui secouent la sous-région, notamment les États qui sont en transition. Le Mali, la Guinée, et le Burkina Faso et le Niger. L'attitude de la CEDEAO vis-à-vis du Sénégal, de la communauté internationale, qu'on appelle abusivement communauté internationale, mais c'est une communauté d'intérêt. On verra bien quelle sera leur attitude vis-à-vis de Macky Sall. Est-ce qu'ils vont continuer à caresser le président sénégalais ou ils vont prendre une position de principe, celle qui consiste à dire que l'argument qui est mis en avant par l'exécutif sénégalais n'est pas un argument valable, donc tenable, et que est-ce qu'ils auront le courage de demander au président Macky Sall de tout faire pour pouvoir quand même mettre en place annoncer une date pour pouvoir quand même une date aboutissant à une élection. Est-ce qu'ils auront ce courage-là? La question reste posée. En tout cas, c'est un élément quand même assez déterminant pour pouvoir donner un tant soit peu un crédit à la CEDEAO, à la communauté internationale, qui semble être aujourd'hui des donneurs de leçons face à un certain nombre de transitions. Je ne suis pas en train de justifier ce qui se passe dans ces États qui sont en transition, mais la logique voudrait, quand vous êtes une institution supranationale, la logique voudrait que vous ayez ce qu'on appelle ces tons équilibrés vis-à-vis de tous les États et de ne pas avoir de l'autre côté le bâton et de l'autre côté la carotte pour les mêmes faits et pour les mêmes attitudes vis-à-vis des chefs d'État. Alors, si c'est comme ça va continuer à décrédibiliser la CEDEAO et ça va continuer encore une fois à donner raison à ceux qui pensent que la CEDEAO, c'est une institution qui a la solde de puissance étrangère et enfin c'est un collège de chefs d'État qui se défendent entre d'amis et de copains qui se défendent entre eux et qui ne tiennent pas compte. On me signale que notre invité est déjà au bout du fil. Monsieur Abraham Ndiaye, bonjour. Monsieur Ndiaye, bonjour. Monsieur Ndiaye, bonjour. Il a du mal à nous recevoir ce matin. Monsieur Ndiaye, bonjour. Ça ne va pas hein, du côté de Dakar, notre invité que nous essayons de joindre. Mais malheureusement, de ce côté, on nous apprend aussi qu'il y a l'Internet qui est brouillé. Il y a une restriction qui ne dit pas son nom de ce côté. Donc c'est très très difficile d'avoir accès, mais on va retenter encore. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, Dieu merci. Merci d'accepter notre invitation. Je rappelle que vous êtes militant du PASTEF. Oui, effectivement. Je suis militant du PASTEF. Bien. De l'ex-PASTEF aujourd'hui, quoi, parce que le parti a été dissous. Oui, oui. Comme tout le monde le sait. Bon. Mais aujourd'hui, il est dissous, mais il est plus fort qu'avant. Hein. Bien, bien. Donc le PASTEF qui est un parti qui est plus fort qu'avant, vous l'avez rappelé. Bien. Dissous, mais plus fort qu'avant. Bien. Dissous, mais plus fort qu'avant. On parle de la situation au Sénégal. Hier, une journée très très longue pour vous, habitants de Dakar, notamment et environ. Une journée émaillée de violence suite au report de l'élection présidentielle par Macky Sall, un décret pris par Macky Sall. Nous avons vu sa sortie. Aujourd'hui, vous qui êtes présent à Dakar, comment vous analysez tout ce qui se passe de ce côté? Bon, cette histoire-là, en fait, le peuple ne peut pas être d'accord sur le report des élections. Tout le monde s'est préparé depuis belle lurette au changement. On ne voulait plus de combat, on ne voulait plus qu'aller aux élections le 25 février, comme ça a été dit par notre Constitution. Donc, ça a été une surprise pour tout le monde, évidemment, de voir comment ils sortent, qui disent qu'ils reportent les élections immédiates, sans qu'ils nous donnent une date exacte. Une date exacte pour les élections prochaines. Donc le problème, exactement, c'est un problème entre eux qui se situe entre eux, leur parti et le PDS. Ils ont organisé de la mascarade qu'ils ont organisée pour reporter les élections. Parce qu'il était clair aux yeux de toute la communauté nationale comme internationale que le parti, le Bassirou Diomaye Faye, le candidat de l'ex-PASTEF, gagnait entre 70 et 75% des élections à venir. Ils étaient partis perdants. Et voulant pas perdre les élections,
Sur quelle base vous annoncez déjà ces résultats qui seront obtenus par le candidat du PASTEF Tissou? Non, il y a eu des... Depuis 2 ans, il y a des sondages. Et chaque sondage sort que le PASTEF sort gagnant au premier tour. Les Sénégalais, le PASTEF a éveillé... Le PASTEF qui a son dirigeant en prison. D'habitude. Son numéro 1 qui est en prison, en l'occurrence il est en prison. Ousmane Sonko. Il a eu... Son dirigeant Sonko est en prison, mais il a réveillé les Sénégalais. Il a réveillé le potentiel du Sénégalais. Les gens, avant, ils ne comprenaient pas. Ils allaient aux élections comme ça seulement. Ils prenaient parti pour quelqu'un. Ils y allaient, ils votaient pour lui sans qu'ils connaissent réellement les vrais enjeux. Mais aujourd'hui, tout le monde connaît les enjeux. Les Sénégalais sont dans la misère totale, on se le dit. Nous qui sommes des cadres, nous sommes inquiets du devenir de nos enfants parce que le pays est extrêmement mal géré. Alors, l'argument placé par le président Macky Sall à l'occasion de son adresse à la nation, c'est qu'il y a un litige qui oppose l'Assemblée nationale et quelques conseillers constitutionnels et qu'à la demande de l'Assemblée nationale, il a été demandé à l'exécutif enfin de reporter les élections. Autant pour l'Assemblée nationale de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour situer les responsabilités. Mais qui a demandé le report des élections? C'est le PDS. Le PDS qui a demandé le report des élections en complicité avec l'APR. Parce que réellement, le Conseil constitutionnel, c'est l'organe supérieur de la juridiction, de notre justice. Je pense qu'une fois qu'ils ont donné leur décision depuis le 20, tout le monde devait accepter. Là où le PASTEF, qui est le parti majoritaire, a accepté qu'on sorte Ousmane Sonko des élections, eux aussi, ils devraient être en mesure d'accepter. Ça a toujours été le cas. Mais il se trouve aujourd'hui qu'il y a un problème. Karim Wade a été rejeté. Karim Wade, au moment de déposer sa déclaration de candidature, il n'était pas de nationalité exclusivement sénégalaise. Ce n'est que le 16 janvier qu'on lui a donné la possibilité d'avoir cette sortie de nationalité française. Le 28, les dépôts de candidature ont été déposés le 25 ou le 26 décembre. Au moment du dépôt de la candidature, il avait la double nationalité, sénégalaise et française. Le Conseil constitutionnel s'est basé sur ce document-là. Il a déclaré sous l'honneur qu'il était exclusivement de nationalité sénégalaise. Maintenant, au moment de constituer les dossiers, on s'est rendu compte que ce monsieur, il y a un des candidats qui est sorti, Alassane, qui a dit que Karim Wade était de nationalité française en même temps. Il a mis la preuve à l'appui. Donc, du coup, Karim Wade ne pouvait plus être parmi les candidats à l'élection présidentielle du 25 février. Donc, cette situation arrange le parti en place, le parti au pouvoir. C'est eux-mêmes qui ont donné des preuves, soi-disant preuves, qu'il y a eu deux magistrats du Conseil constitutionnel qui ont été corrompus. Qui l'a dit? Il parle du parti au pouvoir. C'est eux-mêmes qui ont donné. C'est eux, non, c'est les gens du parti au pouvoir, c'est eux qui ont sorti les preuves qu'il y a 2 personnes au niveau du Conseil constitutionnel qui ont été corrompus. Par qui? D'où le frère de l'ange du journaliste. Ils se disent par Bangom, qui est l'ami, le griot du président Macky Sall, et Abdoulatif Coulibaly, journaliste. Ce sont eux deux qui sont partis pour corrompre ces gens-là. C'est ce qu'ils disent. Et malheureusement... Latif Coulibaly, qui est le ministre secrétaire général du gouvernement, c'est lui? On parle du journaliste, Yaya Diallo. Il faudrait qu'on écoute un peu. C'est la raison pour laquelle... Il fut journaliste avant qu'il ne soit ministre secrétaire général. C'est la raison pour laquelle il a démissionné. Merci, c'est lui-même. Mais ce que j'ai dit, il parle de ce côté journaliste dans ce cadre, en tant que ministre. Allez-y, allez-y. Voilà. Merci. Là, il est dans le cadre journaliste. Abdoulatif Coulibaly, un des membres du Conseil constitutionnel qu'on dit qu'il a été corrompu, c'est le grand frère de Abdoulatif Coulibaly. Bien. Alors maintenant... C'est le grand frère de Abdoulatif Coulibaly dont on parle. Alors pour vous, puisque vous pensez que, à vous entendre que ces réseaux-là ne sont pas valables, enfin, ce n'est pas des arguments qui peuvent expliquer le report de l'élection présidentielle.
Pour vous, qu'est-ce qui expliquerait ces reports-là? Qu'est-ce qui expliquerait ces reports-là? Peut-être que nous ne connaissons pas. Ce qui explique ce report, c'est qu'ils vont être battus à l'élection du présidentiel du 25 février 2024. C'est tout. Donc il y a un échec en vue. Voilà. Bien. Donc il y a un échec en vue. Ils savent qu'ils vont perdre. Les soldats sont là. Il y a un échec en vue. Le peuple est là. Le peuple est décidé. Le peuple même est pressé d'aller voter. Bien. L'autre question, peut-être, M. Ndiaye. d'aller vers ces élections-là à midi. Allez-y. Oui. Allez-y. J'ai dit, si on allait aux élections le 25 février à midi, les jeux sont déjà faits. Ils le savent. Ok. Cette autre question, peut-être, c'est comment, quelle est la situation aujourd'hui? Parce qu'hier, c'était quand même une journée électrique. Aujourd'hui, quelle est la situation du côté de Dakar? Est-ce que les heures ont cessé pour le moment par l'endroit? Je sais que les gens devaient... Je ne suis pas à Dakar, moi je suis à Thiès. Les gens devaient converger vers Dakar. Je n'ai pas... Parce que l'Internet est coupé là-bas. L'Internet est coupé. Je n'ai pas de retour d'information pour le moment. Il était question que tout le monde aille vers Dakar pour bloquer ce décret qui devait passer au niveau de l'Assemblée, validé au niveau de l'Assemblée nationale. Une insurrection alors en vue, c'est cela? Il faut s'attendre à tout. Hein. Bien. Donc il faut On ne peut pas accepter. Non, les Sénégalais sont à bout. Ça, je vous le dis. Hein. Mais il faut craindre une insurrection. Les Sénégalais sont à bout. Mais malheureusement, ce qui se passe, Macky a bien préparé son coup. Jusqu'au niveau au sein de l'armée. Armée, police, gendarmerie. Ce coup est bien préparé. Même les policiers même qui sont dans la rue n'ont pas de munitions. Ce sont ces hommes, ces éléments qui sont dans l'armée et consorts qui ont les munitions. Tout le reste là, ils n'ont rien. C'est juste une force de dissuasion. Mais réellement, ces gens-là, ils n'ont que des lacrymogènes. C'est préparé et c'est orchestré depuis très longtemps. Alors, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, ce que Macky, le camp présidentiel qui avait son candidat, en l'occurrence Amadouba, qui était fin prêt quand même, en tout cas à l'entendre pour aller aux élections là, est-ce que Macky Sall, pour une raison ou pour une autre, pouvait quand même se permettre de faire une telle forfaiture? Parce que de toute façon, il a son candidat. Aller aux élections. Le réseau qui se Il a son candidat, mais il n'a jamais voulu aller aux élections. Son candidat, même il voulait démissionner, il sait que ce gars-là ne l'arrange pas. Il ne faut pas assurer la poursuite des choses, des affaires. Ce n'est pas possible. Ils sont en situation d'infériorité dans ce pays-là. Tout le monde le sait. Eux-mêmes, ils le savent qu'ils ne peuvent pas gagner quelque chose. Son candidat est crédité à moins de 20% dans les sondages. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, pour garder le pouvoir, lui, depuis longtemps, il le sait, il s'est préparé en conséquence. Lorsqu'il a dit aux yeux de tout le monde que lui, il ne se présentait pas, il était en train de préparer un autre coup fourré au peuple sénégalais. Et c'est ce coup-là qui vient de sortir. Ce monsieur Sonko l'avait dit depuis très longtemps, il ne veut pas quitter le pouvoir, il veut s'éterniser au pouvoir. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, son mandat finit le 2 avril. À partir du 2 avril, il sera quoi réellement pour le Sénégal s'il n'y a pas d'élection? Peut-être d'ici là, puisque à la même occasion, il avait quand même il a parlé d'un dialogue national à l'issue duquel tous les acteurs sociopolitiques seront invités pour pouvoir quand même définir éventuellement une prochaine date. Est-ce que vous allez prendre part à ces dialogues? Il y a eu combien de dialogues? Je ne pense pas que l'opposition fasse part à ce dialogue-là. Ça fait combien de dialogues? Ce monsieur ne respecte pas sa parole. Ça fait combien de dialogues? Il y a 6 mois, il y a eu un dialogue au mois de juin. Au mois de juin, il y a eu un dialogue. Ce dialogue-là, ça sert à quoi réellement? Maintenant, il va dialoguer, peut-être, il va appeler le parti socialiste, il va appeler le PDS. Ils vont faire le dialogue à 3. Ce sont tous des libéraux. Ils vont faire le dialogue à 3, ils vont garder le pouvoir.
Parce que ces partis-là ne disent rien. Tout ce qui se passe là actuellement, ils ne disent absolument rien. Ils sont muets. Le PDS d'Abdoulaye Wade, c'est cela? Ils en ont parlé déjà. Le PDS d'Abdoulaye Wade, c'est la même continuité. Abdoulaye Wade et Macky Sall, c'est 6 et 9. Ces gens-là, ils ne veulent pas. Alors, vous m'étendez la perche, monsieur. Est-ce que vous ne craignez pas ce scénario à la congolaise? À défaut du candidat présidentiel, que le président s'arrange pour avoir un opposant plus ou moins violent, entre guillemets. Est-ce que ce scénario-là aussi n'est pas envisageable? Ce sera même pire que ça à la Congo. Non, c'est envisageable. Hein? Mais ici, tout est envisageable présentement. Tout est envisageable. Bon, écoutez, tout est envisageable. On sait que ce gars-là, c'est un pouvoir. Alors, quelle est l'attitude de certains opposants? On va l'écouter petit à petit. Allez-y, on vous écoute. Les opposants, d'une manière générale, hein, ils ne sont pas d'accord sur ce qui est en train de se passer. On s'est préparé depuis longtemps, préparer tout le monde à aller faire s'inscrire sur les listes électorales, préparer tout le monde à aller récupérer leurs cartes d'électeurs. Nous, on ne voulait pas de violence, on voulait aller vers les urnes. C'est tout ce que les opposants du Sénégal pensaient faire. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a diabolisé notre candidat, mais il se trouvait que notre candidat n'a absolument rien. On l'a attaqué à tout moment. Et maintenant, tous ceux qui disaient que lui, il était violent, ce sont eux, ils sont obligés maintenant de se rendre de son côté pour savoir que tout le monde sait maintenant que la violence n'était pas de son côté. C'était une violence d'État qui était sur. Qui est à l'armée, il a la police, il a la gendarmerie. Effectivement. Et vous-même, vous l'avez vu dans les médias. La violence que Sonko subit à tout moment. Ouais. Donc aujourd'hui, nous, le peuple sénégalais, ne veut que des élections libres et transparentes. C'est tout ce qu'on fait. On s'est préparé pour ça. Donc quand on nous dit qu'il n'y aura pas d'élection, mais ça, maintenant, les Sénégalais vont sortir. Parce que ça, il faut se battre. Si on ne se bat pas, on va être dans l'esclavage. Ah. Alors, aujourd'hui, nous avons Idrissa Seck, nous avons Khalifa Sall, Khalifa Sall et beaucoup de mastodontes de la politique sénégalaise quand même qui semblent être ne pas être d'accord avec votre ligne politique. Est-ce que ces derniers temps, il y a eu des rapprochements entre vous? Écoutez, ces gens-là, ce n'est pas des mastodontes. Arrêtez de... C'est plus ça. Idrissa Seck, il est vide, c'est une coquille vide. Ces gens-là ne représentent pas 2% de l'électorat. Que ce soit Idrissa Seck, que ce soit Khalifa Sall, on parle beaucoup d'eux, mais ces gens ne représentent absolument rien. Au visa des résultats des élections passées, Idrissa Seck, c'est la deuxième personnalité politique. Bon, vous dites élection passée. Donc les choses ont changé. Aujourd'hui, il y a une seule force au Sénégal. Non, il y a une seule force au Sénégal. C'est le PASTEF aujourd'hui. En deuxième position, c'est le PUR. Hein? Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Le reste là, c'est des partis à 1-2%. Idrissa Seck ne vaut pas 1%. Il faut vous le mettre en tête. Ça, vous, au niveau de l'international, c'est toujours Idrissa Seck qu'on voit parce qu'il a été aux élections précédentes deuxième. C'était une coalition. Sonko était troisième. Mais aujourd'hui, la seule force qu'il y a au Sénégal, c'est Sonko et le PASTEF. Il n'y a pas une autre force. La deuxième force, c'est le PUR. À part le PUR, le reste là, ils vont aux élections, ils auront 1%, 2%. Ils le savent tous. Ils le savent tous. Moi, je vis à Thiès, qui était le fief de Idrissa Seck, mais on ne parle même plus de lui. C'est fini. Il fait partie du passé. Donc, vous demandez... C'est Macky Sall. Macky Sall, c'est Idrissa Seck. Donc, M. Ndiaye, peut-être avant de vous laisser partir, le peuple sénégalais ne demande que des élections, pas autre chose. Donc, vous vous battez que pour les élections, qu'on annonce une autre date. Que pour des élections. Non, on se bat que pour des élections. Rappelez-vous, souvenez-vous, en 2021, Sonko était à deux doigts de prendre le pouvoir. Mais il est sorti, il a dit non, laissons-le terminer son mandat, on ira aux élections. Nous ne demandons que des élections, pas autre chose. Comment Sonko pouvait prendre le pouvoir sans passer par les urnes? C'est quand même assez grave. Il n'y avait pas une échéance électorale en vue en 2021. Non, justement, mais il y avait le peuple qui était dehors.
Macky était à 2 doigts de perdre le pouvoir, le peuple était déjà dehors. Et ça a l'air illégal. L'histoire de Adji Sarr, là, de la masse, non, mais ça allait être illégal, mais le peuple était déjà dehors pour l'affaire de Adji Sarr, de l'accusation de viol. Le peuple était déjà dehors. Macky Sall avait perdu le pouvoir. Il a été voir finalement les khalifes généraux pour que ces gens-là interviennent. Bien. Alors, donc, il y a dernière question. Ce que nous voulons, c'est aller aux élections. Point. Oui. Alors, est-ce qu'au nom de la stabilité sociopolitique du Sénégal aujourd'hui, le PASTEF, enfin dissous, peut se répondre à cet appel au dialogue pour aplanir vos divergences et faire face à l'avenir? Éventuellement, est-ce qu'un arrangement est possible entre vous et le camp présidentiel? Une négociation? Non, il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a pas de négociation. Il y a plus de 2000 personnes dans les prisons. Des gens qui n'ont absolument rien fait parce qu'ils appartiennent au PASTEF. Il n'y a pas de négociation possible, qu'on se le dise. Sonko a dit qu'il ne négociait pas avec un pistolet sur la tempe. Et il ne va jamais trahir le peuple sénégalais. Tout ce qu'il fera, ce sera avec le peuple sénégalais qui va le faire. Il faut qu'on retienne ça. C'est ce que nous retenons. Bien. Monsieur Abraham Gaye, qui est militant du PASTEF depuis le Sénégal. Merci, Monsieur Gaye. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Merci, bonne journée du côté du Sénégal. Donc, Yaya Diallo, on a écouté quand même ce militant, un membre du PASTEF aujourd'hui, qui a un message clair, c'est que le peuple sénégalais n'a besoin que des élections. L'organisation des élections, c'est du Y'en a marre, si on peut l'appeler comme ça. Ouais, c'est un peu cela, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on attend de voir la réaction collective des forces politiques et sociales du Sénégal face à ce qui vient de s'opérer au niveau du Sénégal. Est-ce que l'opposition aura une voie commune, une démarche commune pour faire face à cette attitude de l'exécutif sénégalais? La question reste posée. Bien. Est-ce que ce dialogue appelé par M. Macky Sall aura gain de cause et que c'est le PASTEF dissous va bouder ces dialogues-là? C'est là aussi, c'est notre autre hypothèse aussi qu'il faut soulever. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, j'ai bien fait de poser la question, les relations aujourd'hui qui caractérisent un certain nombre, qui existent enfin entre le PASTEF et un certain nombre de partis politiques. Mais vous voyez très bien que le courant ne passe plus entre le PASTEF et certains partis, notamment dirigés par Khalifa Sall, par Idrissa Seck, par un certain nombre d'acteurs politiques, parce que ces gens-là sont considérés comme étant des traîtres qui, à un certain niveau, ont accepté de travailler avec Macky Sall. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes d'accord que ces reports-là est absolument injustifiable, absolument inacceptable, en tout cas à vue d'œil d'un observateur de loin. On ne peut pas quand même accepter, à travers un certain nombre d'arguments mis en avant par l'exécutif, on ne peut pas quand même justifier ces reports-là par un quelconque litige opposant l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. D'autant plus que c'est l'État même qui accuse ces conseils constitutionnels-là de corruption. Alors, je suis de ceux qui pensent que aujourd'hui, il y a un véritable problème qui se pose au Sénégal. Est-ce que Macky Sall a tous les éléments en main? Parce que de toute façon, je suis de ceux qui pensent que s'il y a un report, parce que c'est le cas en République démocratique du Congo, s'il y a un report, ça sous-entend tout simplement que Macky Sall se rend compte que son candidat, comme c'est fait le cas de Ramajani du côté de Congo, le président congolais s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas remporter les élections, mais il s'était arrangé à ce que l'IPDS, dirigé à l'époque par Étienne Tshisekedi, voilà, donc, qui était le père de Félix Tshisekedi, l'actuel président, s'était rendu compte que c'était quand même le juste milieu qu'il pouvait s'arranger pour que celui-ci puisse devenir président. Un outsider gagnant, s'il faut le dire. Est-ce que c'est le scénario sénégalais? La question reste posée. Donc nous allons suivre cette actualité de très près. On va aller avec ces différentes réactions. Bonjour, félicitations à l'équipe pour son parcours à la CAN. On aurait aimé voir mieux le Sili, mais Dieu en a décidé autrement et c'est le moment de rectifier les erreurs accumulées pour mieux espérer davantage compétir très prochainement
impatiemment, signé Alpha Zidane Diallo depuis Kiroti. Alpha Zidane Diallo qui est un téléspectateur ou un auditeur fidèle, auditeur et téléspectateur fidèle de cette émission. Ce matin, on a du mal à accéder à la page, mais nous allons revenir sur les différentes réactions de ce côté. On change de sujet tout à l'heure après une petite pause. On parle de hausse des prix d'arrêt de première nécessité. Et notre invité sera le président pour la défense de l'Union pour la défense des consommateurs. Mbani Sidibé sera avec nous dans un instant. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Sonfonia. Il y a de l'eau, pas comme à la Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. Mettre de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les 2 pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Sonfonia. Chez moi, il y a de l'eau, pas comme à la cité. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. Mettre de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les 2 pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le... Troisième et dernière partie de cette émission, le scanner, vous l'avez déjà compris, nous parlons de hausse des prix des denrées de première nécessité. Des organisations de défense des consommateurs fustigent la décision du gouvernement. L'Union pour la défense des consommateurs dirigée par Mbani Sidibé ne comprend pas cette démarche du ministère du Commerce et de l'Industrie des petites et des moyennes entreprises. Il est déjà au bout du fil. Monsieur Sidibé, bonjour. Bonjour, Monsieur Sidibé. Monsieur Sidibé, bonjour. Nous avons du mal à avoir M. Sidibé. C'est très difficile de communiquer dans ces jours avec les réseaux, les sociétés de téléphonie. On va ici retenter encore pour avoir la réaction de Mbani Sidibé, qui est le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée, UDCG, qui ne comprend pas cette décision du gouvernement guinéen, décision de revoir à la hausse des prix de certaines
chaîne d'arrêts alimentaires en République de Guinée, notamment le riz qui reste l'aliment de base ici en République de Guinée. Yaya Diallo, vous avez quand même suivi son intervention dans nos éditions d'information. Bani Sidibé qui affirme que le gouvernement, en lieu et place de dialoguer, avait déjà pris sa décision et n'avait appelé les acteurs concernés que pour venir assister à une décision déjà prise. Je l'avais dit ici, je crois que à l'occasion de l'intervention de Ousmane Keïta, je l'avais bien posé la question si les organisations de défense de consommateurs avaient été associées à cette démarche-là. Il m'avait dit malheureusement non, mais de façon à la dernière minute, ils ont été appelés. Alors, est-ce que à l'interne même de ces organisations, parce que pas qu'une seule, il y a deux, à ma connaissance, qui existent, est-ce que ils ont pu quand même pu produire un document ou une déclaration faisant état de cette démarche cavalière du gouvernement qui n'a pas pu associer un certain nombre d'acteurs? De toute façon, ce sont eux qui sont les représentants plus ou moins des consommateurs. Ils étaient les mieux placés pour pouvoir passer le message à qui de droit. Monsieur Sidibé, bonjour. On m'apprend que vous êtes déjà au bout du fil. Bonjour, monsieur Sidibé. Oui, bonjour, monsieur Abdallah, et bonjour à vos millions d'éditeurs. Merci d'accepter notre invitation. Avec plaisir. Et je vous remercie pour l'invitation. Bien. Vous dénoncez cette décision prise par le gouvernement concernant la hausse des prix des denrées de première nécessité. Pourquoi, monsieur Sidibé? Pourquoi cette démarche, cette sortie, cette condamnation? Oui. Effectivement, nous condamnons avec la dernière énergie ce comportement parce que c'est un protocole injuste, c'est un protocole discriminatoire et c'est un protocole extrêmement opaque. Je m'en vais vous dire aujourd'hui que même le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, le ministère du Budget, n'arrive pas à s'assumer. Je vous renvoie à faire un peu d'évaluation de l'ancien protocole où les prix de certains produits étaient plafonnés. Prenez le cas du riz, par exemple. Il y a deux catégories de riz dont le prix a été plafonné. Ouais. Le riz de 25% des prix, le prix plafond était 265 000 francs. Il connaît aujourd'hui une augmentation de tout à 340 000 francs, donc une augmentation de 75 000 francs. Quand vous prenez le prix du riz étuvé, 5%, dont le prix plafond était 300 000 francs, aujourd'hui il y a une augmentation de 40 000 francs. Vous prenez le sucre, dont le prix plafond était 360 000 francs, aujourd'hui est à 440 000 francs, donc 80 000 francs d'augmentation. Vous prenez l'oignon dont le prix plafond était à 230 000 francs, aujourd'hui nous sommes à 260 000 francs, donc 30 000 francs d'augmentation. Or, lors de la réunion que Madame la ministre m'avait conviée, c'était pour parler de l'application de la taxe de 20% à l'exportation à partir de laine. Mais très malheureusement, nous avons été... Non, ils n'ont jamais montré les structures des prix. Et nous avons demandé à Madame la ministre de surseoir à toute augmentation et de retravailler sur la structure des prix. Parce que quand vous prenez le prix d'un bien, il y a 4 éléments. Il y a le prix de base, il y a la marge de commerce, il y a la marge de distribution, il y a les impôts et taxes. Qui demandent aux importateurs ou aux commerçants du riz quelles sont les marges de commerce. Comment ils vont le faire? Et au-delà de ça, le sucre, pour augmenter le prix de 80 000 francs. Aujourd'hui, le riz qui est à la portée du consommateur, il y a 75 000 francs d'augmentation. Prenez les autres produits. Donc, si le ministère du Commerce, en cette période de souffrance, donne le temps à l'augmentation des prix, est-ce que demain les consommateurs ne vont pas augmenter? Et les autres produits, qui va dire à qui de ne pas augmenter? Parce que le temps est venu du ministère. Donc, nous avons demandé de soustraire à tout ça, de retravailler sur les structures des prix, surtout la marge de commerce, de rabaisser tout ça, pour que le consommateur, en cette période de souffrance où il n'y a pas d'activité, qu'on puisse faire ça. Et au-delà de ça, ils sont même partis fixer des prix discriminatoires. Imagine-toi aujourd'hui que chaque préfecture de la Guinée, on essaie de plafonner le prix qui est c'est conformément à la disposition de la loi. Parce qu'il y a la loi pour la réglementation générale de la concurrence et de la liberté des prix qui est là-dessus. On ne doit pas assister à des prix discriminatoires dans une économie. Donc c'est pourquoi nous avons demandé des sursoirs et nous allons nous battre par tous les moyens pour qu'on essaie de ramener les prix à leur état ministère parce que l'augmentation est justifiée, il n'y a pas de raisonnement valable. Imaginez-vous à cause de taxes. D'abord, on dit les riz, toute catégorie de riz aujourd'hui, on plafonne le prix à 5% ou 25% à 340 000 francs. C'est pas normal. Oui. Donc c'est pour vous dire, quand vous faites aujourd'hui, en tant que scientifique, prenez le temps, vous voyez les structures des prix, vous allez vous dire que franchement c'est révoltant. Même vous qui êtes dans le studio, imaginez-vous que le gouvernement augmente 80 000 francs sur le sucre. Et nous sommes à quelques jours, mois fin de Ramadan et du carême chrétien. Prenez aussi le riz.
75 000 francs d'augmentation sur un sac. Oh mon Dieu, où on va? Ça, c'est pour le grand Conakry. Hein. Si vous avez aujourd'hui les soucis de prix à travers les autres préfectures, il y a 100 000 francs d'augmentation, 100 et quelques mille francs d'augmentation. Est-ce qu'on doit croiser les bras pour voir l'injustice là s'abattre sur les consommateurs? Je dirais non. Donc aujourd'hui, que comptez-vous faire? Bon, nous avons nous rapprocher de toutes les institutions, même le Conseil national de même le ministère de la Justice doit voir comment on fait l'exhumation de ces produits-là. Parce que s'il y a un procureur, le procureur doit comprendre aujourd'hui que c'est la vie des consommateurs à travers leur portefeuille. Les gens, aujourd'hui, la bonne santé est liée à la bonne alimentation. Si les gens n'ont pas accès aux aliments de base, ça c'est le aspect. Le second aspect, si le gouvernement ne reconsidère pas sa position, nous allons organiser des marches pacifiques contre la vie chère. Nous allons faire des choses en Guinée et nous allons nous battre pour cela. Pourquoi nous dénonçons? Nous allons d'abord passer sur tous les médias pour expliquer le caractère injuste. Parce qu'on ne peut pas comprendre que cela soit encadré par le gouvernement de la transition. Alors, que ça soit encadré par le ministre du... Oui. Monsieur Mani Sidibé, on avait reçu ici la semaine passée Ousmane Keïta, qui est un de vôtres aussi, qui a une structure aussi de défense des droits des consommateurs, qui nous expliquait ici que le problème n'est pas venu du gouvernement guinéen, mais au niveau du marché international, dont l'Inde qui a augmenté un certain nombre de prix compte tenu de sa nécessité de l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que c'est vrai? Moi, je ne commande pas l'avis des gens. Là, il y a la liberté d'expression. Chacun est libre de commenter. Il ne s'agit pas de commenter. Est-ce que vous avez eu les mêmes éléments d'information? C'est ça la vérité. Écoute, non, je reviens tout à l'heure. Moi, je vous ai dit que lors le dernier c'est-à-dire protocole, le gouvernement avait pris un arrêté pour plafonner les prix. Je vous ai fait un rappel. Donc, c'est les arrêtés qui sont à la disposition. On nous a dit que c'est à l'exportation que la douane, l'Inde a appliqué les 20% sur le riz. Mais le sucre, l'oignon et les autres produits, tous ces produits viennent de l'Inde. Mon Dieu, il faut qu'on soit sérieux dans ce qu'on fait dans ces pays-là. Ouais. Et au-delà de ça, calculer 20% au niveau de 265 000 francs, presque 20%, aujourd'hui il y a une augmentation de 75 000 francs. Mais calculez maintenant, prenez votre calcul tout à l'heure, calculez 20% sur 265 000 francs, c'est que ça me donne. Mais aujourd'hui, le gouvernement a augmenté plus de 115 000 francs sur cette catégorie de riz. Mon Dieu, on peut encourager cela? Mon Dieu, je pense qu'il faut qu'on ait pitié des consommateurs lambda. On ne doit pas parler pour parler, mais on doit avoir des informations. Moi, j'ai assisté à la réunion. Et ce que je vous dis là, vous avez vos reporters, je l'ai dit devant Madame la ministre. J'ai dit que c'est pas comme ça qu'on travaille. Bien. Donc, ce n'est pas... Il faut qu'on soit sérieux quand même. Comparativement aux pays limitrophes de la Guinée, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal... Allô? Oui, et dit comparativement, est-ce que vous avez pu avoir un nombre d'informations sur les prix au niveau de la sous-région, notamment au Sénégal et en Côte d'Ivoire, pour faire le parallèle? Ah, mon ami Aboudala, vous savez, je ne sais pas quelle est votre formation. Nous, en tant qu'économistes, on s'est dit que pour comparer deux mondes, on tient compte de la parité. Et pour tenir compte de la parité, tu tiens compte du pouvoir d'achat et le revenu. Est-ce que toi, qui aujourd'hui, tu peux comparer ton salaire à un salaire d'un journaliste qui est dans la jeune CFA ou dans autre chose? Donc, on n'a pas besoin de comparer des prix comme ça. Je pense que... C'est un élément très important. Nous importons tous, hein? Mais écoutez, je vais vous expliquer, nous importons, mais on n'a pas la même monnaie. Pour comparer, il faut aller vers la parité de la monnaie. Ça, c'est des règles économiques qui sont connues même des étudiants en fac là. Il faut tenir compte du revenu, du pouvoir d'achat. Est-ce que toi, la manière, le salaire dont les Ivoiriens payent les journalistes, toi, tu reçois le même montant en Guinée? Ce n'est pas les mêmes déterminants économiques. Je pense qu'il ne faut pas que vous partez sur ce front-là. C'est extrêmement grave. Non, nous, on vous pose des questions. Mais Sylvie, il va falloir... On vous pose des questions, c'est pour les auditeurs, pas pour nous. Oui. Donc, les questions ne sont pas pour nous. On vous pose des questions, vous répondez pour la gouverne de nos auditeurs. Il faut que ça soit clair. Non, il n'y a pas de souci. Merci. Non, donc, c'est pour vous dire qu'à ce niveau, nous, on a recoupé les informations et on s'est dit qu'à cause du niveau de salaire, du pouvoir d'achat des Guinéens, on ne peut pas comparer ces prix-là. Nous, on a effalé le en fonction du riz et le sucre et les autres produits sont discriminatoires et ne sont pas à la portée du consommateur lambda qui a un revenu modeste. Imaginez-vous quand un sac de riz qui va jusqu'à 340 000 francs et quel type de riz? Vous savez aussi, en matière de consommation, il y a le riz de luxe, hein,
dont le consommateur ne peut pas payer en Guinée. Parce que le riz qu'on a plafonné là, c'est 5% des Brésiliens, 25%. Donc les autres catégories de riz, mon frère, ce n'est pas à la portée de vous et nous, qui ont des salaires modestes là. Et prenez le cas du sucre aussi. Et allez-y dans les marchés, même les prix détails pratiqués. Mais c'est pas... Donc nous pensons qu'il faut qu'on quitte dans ces comparaisons. S'ils veulent qu'on se compare au Mali, qu'on se compare à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, qu'on paye les travailleurs ou les consommateurs conformément comme la manière dont les gens sont payés dans ces pays-là. Là, on peut comparer à salaire égal, on peut faire une comparaison quand même. Aujourd'hui, M. Sidibé, puisque vous parlez notamment du sac de riz, hein, le sac de riz qui a une réalité peut-être défendable suite à l'augmentation du côté de l'Inde, vous avez évoqué 20%. 20% sur 285 000, si je devais faire un calcul, je me retrouverais... Non, pas 265 000, 265 000, d'accord. 265 000, je me retrouve autour de 52 000 ou 53 000 francs guinéens normalement d'augmentation. Si on devait calculer. Et le gouvernement allait au-delà. Plus de 115 000 quand même. 115 000 francs. Calculez ça. Alors qu'il y a des manœuvres qu'on pouvait même faire agir sur la marge de commerce pour que ce prix-là n'augmente pas. Bien, le gouvernement... On travaille de façon scientifique. Nous avons reçu... Le ministère a fait un travail banal. Bien, nous avons reçu... Nous avons reçu un conseiller, le conseiller juridique du ministère du Commerce dans une de nos éditions ici, qui était l'invité du journal, qui évoquait des prix, les taxes qui ont été revues quand même à la baisse pour certains commerçants. $600, le gouvernement a revu à la baisse ces taxes qui sont maintenant à $100. Est-ce que vous avez été informé de cette démarche? Mon frère, moi je ne l'ai pas pour venir chez vous pour parler. Normalement, même on devrait assister à des prix concurrentiel. Le prix que va être vendu c'est là. Celui qui importe le réseau, quand même. Oui, allez-y. On avait du mal à vous recevoir. Est-ce que vous pouvez reprendre ce passage pour nous, s'il vous plaît? Je dis, nous, on ne se lève pas de façon forcée. Moi, je viens de vous faire une comparaison à travers l'arrêté que Madame la ministre a signé pour plafonner les prix actuellement et le nouveau là. Je me suis amusé et moi je suis membre de l'Union internationale des consommateurs. J'ai au moins tous ces pays que vous parlez là, j'ai autre réalité que vous n'avez pas. Parce qu'on discute en vidéoconférence. Donc imaginez-vous aujourd'hui que le fait que dans notre pays les prix soient discriminatoires. On entend de nous faire croire que l'État a fait un effort. Mais lorsque sur un sac de cycle déjà vous augmentez 80 000 francs pour le consommateur, ça c'est exagéré ça. Sur un sac de riz comme ça, vous augmentez plus de 115 000 francs. Et je vais vous dire que les 20% là, c'est la tonne. Hein. Ce n'est même pas un sac qu'on pratique, c'est la tonne. Ce n'est même pas un sac. Ouais. Donc, imaginez-vous aujourd'hui que les gens se regroupent pour faire souffrir les consommateurs en cette période de précarité qu'on croise les bras. Si le conseil a dit ça, peut-être nous, mais moi j'ai été très sympa avec eux. Je dis, quand vous dites ça, vous allez faire des arguments, publiez la structure des prix quand même. Ouais. Quand vous nous dites aujourd'hui quelle est la marge du commerce, quels sont les impôts et le prix, donc ça c'est des calculs mathématiques, même vous pouvez le faire. Parce que chacun de nous a une idée du prix quand même. On est d'accord que quand même c'est des prix quand même qui ont même été dont la ministre n'a pas été quand même convaincante par rapport à un certain nombre d'explications. On est d'accord que c'est quand même assez incompréhensible de la part du gouvernement. Mais est-ce que vous avez cherché à savoir qu'est-ce qui justifierait cette augmentation? Est-ce une façon pour le gouvernement de combler un certain nombre de trous budgétaire ou une autre région pouvait expliquer cela? On a un sérieux problème avec le réseau téléphonique. L'État même a renoncé à une partie, à partir du cordon douanier. On est d'accord sur ça. Donc, donc chacun doit être sincère. C'est pourquoi nous demandons la publication de ces structures des prix. En attendant, d'abord, même s'il y a on ne doit pas assister à des prix exagérés et à une augmentation exponentielle. Imaginez-vous aujourd'hui que tous les acteurs décident maintenant de mettre 80 000 francs sur leurs produits. Quel va être le ministère du Commerce et le ministère du Budget sont en train d'alimenter l'inflation parce que le riz est très stratégique. Demain, le concessionnaire peut dire que mais, si moi je dois ajouter 80 000, je vais ajouter 80 000 sur mes loyers, quel va être le sort des consommateurs? C'est pour pousser les consommateurs à la pauvreté, à la précarité quand même. Donc nous pensons que c'est très important pour nous d'écrire la lanterne des consommateurs pour une grande mobilisation pour mettre fin à ces pagailles-là dans notre pays. Aujourd'hui, est-ce que vous avez fait part de cela au ministère du Commerce?
Non, déjà, après la réunion, nous allons commencer. Nous avons un chronogramme très clair au sein de notre organisation. Nous allons d'abord faire une dénonciation sur tous les médias et alerter toutes les sensibilités confondues. Et si l'État nous allons d'abord nous rapprocher même du CNT, qui en principe c'est leur travail, ça. Aujourd'hui, il faut qu'on mette en place une commission interne indépendante d'évaluation. Comment les exonérations là? Parce que même quand l'État fait ça, ça ne se retrouve pas dans l'assiette du consommateur. Aujourd'hui, il y a eu combien de fois les prix plafonds ici? Mais on ne rentre pas. Et au-delà de ça, comment l'État peut être à la base de l'augmentation? C'est-à-dire aux autres opérateurs augmenter. Et les autres opérateurs, tout le monde va augmenter dans les jours à venir. Quel va être le sort? Donc l'inflation dont il est question, on va se retrouver devant une augmentation anarchique occasionnée par le comportement du ministère du Commerce et le ministère du Budget qui n'ont pas fait vraiment... C'est justement, alors, M. Sidibé, oui. C'est justement là où la question, comment se fait-il que l'État qui est censé quand même protéger à un certain niveau les citoyens face à un certain nombre de prix exorbitants sur le marché, que l'État lui-même soit l'initiateur de ces prix, de la hausse de ces prix, enfin. Qu'est-ce qui explique cela? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, enfin. Et c'est là, le ministère du Commerce doit être un ministère de régulation. C'est-à-dire le ministère du Commerce a trois intérêts à défendre. Il défend l'intérêt des consommateurs, l'intérêt des opérateurs et l'intérêt de l'État. C'est leur argument facile pour parler de la disponibilité, l'accessibilité du produit. Mais quand c'est la même si le produit est disponible, si le coût est très élevé, ça sert à quoi? Aujourd'hui, nous pensons que le ministère du Commerce devait impulser la concurrence. Imaginez-vous, si on dit que toutes les catégories de prix sont vendues, le prix est plafonné à 340 000 francs. Mais ça veut dire que l'État bloque la concurrence. Et la meilleure façon de protéger le consommateur, c'est créer une concurrence loyale. Aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y a un lobby au sein de notre gouvernement qui peut prendre le pays en otage. Parce que si on ne maîtrise pas ces prix, mais aujourd'hui, même dans les jours à venir, si les travailleurs vont demander l'augmentation des prix parce de leur salaire, et notre économie, donc ça va entraîner des grandes modifications au sein du pouvoir d'achat des consommateurs. Et dans les jours à venir, il y a beaucoup de manifestations qui vont se... Parce que si on ne peut pas manger maintenant, on n'a pas accès à des aliments. Et on nous fait pour l'État faire des efforts. Quand vous augmentez comme ça des pourcentages, et puis les riz qui n'ont pas les mêmes qualités, le même goût, vous dites qu'ils doivent être achetés au même prix. Mais ça, c'est de l'abus, ça. Bien, ce qui est déjà compris, hein, M. Mbane Sidibé, président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. Merci, M. Sidibé. Merci, ça fait plaisir, mon cher. Et bonne chance dans votre combat, un combat citoyen, si on peut l'appeler comme ça, une cause citoyenne. On est déjà pris par le temps, on est sur la ligne rouge de cette émission. Yaya Diallo, merci. Merci, et je crois que le gouvernement doit tenir en compte de toutes ces revendications-là. Ouais. C'est des choses qui semblent être sous leurs yeux assez banales. Un sac de riz, je l'avais dit ici la semaine passée, rien ne peut justifier une telle augmentation avec une telle vitesse. En pareille circonstance, dans une situation où la cherté de la vie a atteint un seuil absolument inacceptable, je crois que l'État quand même devrait pouvoir quand même à un certain niveau prendre en compte cette préoccupation, cette cherté de la vie qui devient de plus en plus assez aiguë pour les citoyens. Pour les citoyens, ce qui est déjà compris. Merci à l'équipe technique du jour. Merci aux auditeurs et téléspectateurs, aux auditeurs qui nous ont suivis depuis l'AB. Merci de votre fidélité. On se reprend demain, même fréquence, sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.